Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui avec Serge Perrard, notre hypnothérapeute. Bonjour Serge. Bonjour Sandra. Donc, Serge aujourd'hui va nous parler de la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Serge? Vas-y, explique-nous. La responsabilité, je vais vous l'expliquer. En fait, on peut l'observer de deux façons, euh, en relation avec la vie, en fait. Et soit je suis responsable de ce qui m'arrive, soit je suis victime de ce qui m'arrive. Donc, la responsabilité est une notion super importante et qu'il faut comprendre et puis qu'il faut accepter parce qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à créer des changements et des modulations pour aller vers un mieux-être, même si d'un seul coup, c'est plus la faute de ci ou de ça ou des autres, mais que je participe à ce qui se passe et quand j'accepte de comprendre que je participe à ce qui se passe, eh bien, je reprends du pouvoir sur ma vie, je reprends la faculté de pouvoir faire évoluer les choses, alors que si c'est complètement indépendant de moi, je suis une feuille lancée dans le vent, quoi. Mhm, mhm. Voilà, donc déjà, je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs, parce que j'ai juste dit bonjour Sandra, mais il y a les spectateurs, donc et avant donc, on a déjà commencé, mais en préambule, je voudrais raconter une histoire. En fait, justement, c'est quelque chose que j'avais appris en formation, que j'avais trouvé très intéressant. Alors, je vais poser une question en début Mhm. de chronique, et puis je poserai la, on verra la réponse à la fin. Donc, c'est juste une histoire. C'est une femme qui se sent délaissée par son mari. Et là, une personne qui lui fait la cour et qui lui fait du rentre-dedans au travail. Et un jour, à l'occasion d'un déplacement de son mari qui doit rentrer que le lendemain matin en milieu de matinée, eh bien, elle décide d'accepter les avances de l'homme en Oui. question. Et donc, elle se rend chez cet homme, elle passe un pont, c'est de l'autre côté, elle y va à pied, et puis elle passe la nuit avec, avec lui. Et puis au matin, elle est un peu pressée de rentrer parce elle s'est réveillée un peu juste au niveau du temps pour revenir avant que son mari ne rentre. Et elle demande à son amant s'il peut la raccompagner, sauf que lui, il a des obligations immédiates et importantes aussi à faire, et donc il lui dit non, tu te débrouilles parce que je ne pourrais pas. Et donc elle est un peu déçue, mais elle prend le chemin de retour et elle va pour traverser le pont. Et en fait, sur le pont, elle voit un fou armé d'un couteau qui a, Mhm. qui a, qui a l'air de vouloir égorger tout le monde. Alors, elle se déplace, elle va trouver elle trouve une femme taxi un petit peu plus loin, elle lui demande si elle peut l'emmener et traverser le pont. Et elle lui dit, ce qu'elle lui dit que elle n'a pas d'argent pour la payer, et qu'il faudrait qu'elle attende, qu'elle aille chercher la femme taxi. Il lui dit non. Alors elle lui explique que sa situation est embarrassante, mais la femme taxi lui dit non. Du coup, comme elle a une amie qui habite pas trop loin, elle se déplace, elle va chez son amie et puis elle lui demande de l'aide. Et quand elle explique la situation de son amie, eh bien, son amie lui dit, écoute, je suis très déçu par ton comportement et non, je ne t'aiderai pas. Du coup, elle repart et puis elle essaye encore à faire une dernière tentative auprès de la chauffeur de taxi et qui lui dit non. Et puis, elle décide d'essayer de franchir le pont avec ce coup menaçant. Et en fait, le coup la tue. Mhm. Donc, dans cette situation, quand on prend un peu tous les personnages, il y a le mari, il y a la femme, il y a l'amant, il y a la chauffeur de taxi, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé pour le féminin. Et puis il y a l'ami de cette personne et puis il y a le fou aussi. Et donc, qui est responsable? Mhm. Ça, c'est la question de préambule. Et Tu me ensuite, poses la évidemment, question ou non? C'est juste comme ça, tu la poses à tout le monde. oui, je la pose à tout le monde. Je te la pose Mhm. aussi à toi, du coup. Et bon, faut la laisser traîner en arrière-plan, et puis on verra tout à l'heure. Et donc, maintenant, on va parler de la responsabilité et on va parler de notre éducation, encore une fois, nos conditionnements.
et on est assez facilement conditionné à se positionner en tant que victime. Mm. Parce que quand on est victime, on est souvent on est du côté des gentils. Celui qui est, c'est le malheureux. Et en fait, le côté victime va générer de la tension quand on est malade et que on va pas. Quand on est malade et qu'on est petit, on va pas à l'école, maman reste avec nous, on a de la tension. Parfois, quand on est opéré, on a un cadeau. Quand on perd notre première dent, on a la Mm. petite souris qui nous amène. Et en fait, assez rapidement, bah, notre inconscient observe que lorsqu'on est souffrant, eh bien, on a un bénéfice secondaire, c'est celui de l'attention, de plus d'amour. Et donc, après, bah, ce mécanisme est dangereux parce qu'il peut devenir une espèce de réflexe. Et Mm. il y a des gens qui peuvent avoir l'habitude de se positionner en tant que victime. Et c'est gênant compte tenu que il y a une étude qui a été faite sur les tireurs aux États-Unis, tu sais, ceux qui tirent sur la foule. Alors, en fait, cette étude, elle a été faite dans tous les pays du monde, là où il y a eu des cas. Et ils sont allés Mhm. voir ces gens qui tiraient sur la foule et ils leur ont montré des photos. Donc, c'était les mêmes photos, ils leur ont montré des films de gens qui marchaient dans la rue, et ils demandaient sur Mhm. quoi ils tiraient. Et je crois qu'à peu près 90% des cas, ils tirent sur les mêmes personnes. Donc, c'est quand même assez étonnant. C'est pas, je tire sur le pull bleu ou la robe rouge ou, c'est pas ça. En fait, ils tirent sur les gens. Et après, quand ils leur ont demandé pourquoi ils choisissaient ces gens-là, eh bien, ils leur trouvaient toujours une espèce de posture de victime. Et c'est Mm. bah, finalement assez reptilien hein, comme phénomène. Le lion, quand il attaque, il va attaquer un jeune, il va attaquer un vieux. En fait, il va Mm. attaquer celui qui va avoir plus de mal à se défendre. Eh Et oui. c'est pareil dans la vie. Bon, en consultation, j'ai des gens qui sont compagnie, en compagnie ou qui subissent les problèmes des gens qu'on peut appeler des pervers narcissiques. Et en Oui. fait, eh bien, souvent, après avoir travaillé, ils ont une autre façon de se comporter, une autre façon d'être, et en face, il n'y a plus la même réponse. Et j'ai Mm. déjà eu des cas où une personne dans le bureau, elle avait un chef et après avoir travaillé, eh bien, le chef avait changé de comportement avec elle et il avait continué de garder le même comportement avec les collègues, quoi. Donc, c'était assez étonnant. Mm. Donc, on est, voilà, pour la responsabilité, on est En fait, parti. excuse-moi Serge, en fait c'est la posture de victime aussi qui attire enfin qui attire l'agresseur finalement. C'est Oui, ça. oui. En Hein. fait, l'agresseur, il n'est pas très courageux. Mm. Mm. Si, c'est bien simple. Si tu marches et puis tu as envie de te battre avec quelqu'un, et puis, sauf si tu as envie de te faire casser la gueule. Pardon pour mon Mm. langage. Si Oui, tu marches et que tu vois, et que tu es énervé et que tu vois quelqu'un qui a l'air un peu frêle ou oui. qui va pas forcément savoir se défendre, et que tu vois un rugbyman taillé avec des cuisses énormes, des épaules grands comme ça, tu dis celui-là, je vais me le faire. Bah là, t'es courageux ou un peu cinglé, Mm. et donc, si tu t'attaques au grand effort, bien, oui, tu es courageux. Mm. Alors que, bah, en général, celui qui va avoir le dessus et passer ses nerfs, d'une manière ou d'une autre, il va prendre quelqu'un qui ne va pas avoir de répondant parce que, justement, en fait, lui, il n'est pas courageux. Mm. Il est sûr de son résultat en allant dans cette direction. D'accord. Voilà. Ensuite, je voulais parler de ce côté de, de comportements automatiques, en fait. Nos Mm. comportements automatiques sont liés, on en a déjà parlé, mais à nos formes de conditionnement. Je reviens un peu sur les 5 blessures de Lise Bourbeau qui parlent du sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Quand on lit Mhm. son livre, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui sont associés aux blessures. Mm. Et donc, moi qui croyais être quelqu'un de très original dans ma vie et difficile à comprendre, hein, pour les autres, il me fallait ce côté-là à l'époque. Et bien, quand j'ai lu le livre, j'étais mais étonné et subjugué de voir que c'était le livre de ma vie quelque part, parce que en Mhm. fait, ça expliquait comment dire, la fuite, ça expliquait la dépendance affective, ça expliquait l'auto-sabotage, ça expliquait le besoin de contrôler les choses, et puis aussi une forme de rigidité à l'intérieur de choses que c'est comme ci, c'est comme ça. Et donc,
quand on lit ce livre, on prend un peu conscience que on a des comportements qui sont automatiques, qui sont liés à ces blessures et que finalement, on a, on n'a pas vraiment de libre arbitre, en fait, à ce Mhm. niveau-là. Alors, on pourrait me dire, du coup, si j'ai pas de libre arbitre, c'est que je suis pas responsable. Alors, quand on est complètement innocent et que on ne réfléchit pas à sa condition, effectivement, on va penser qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus et Mhm. on va penser que c'est la faute des autres, c'est ci, c'est ça. Ah, c'est des comportements automatiques, donc je suis pas responsable. Et puis, ça peut encourager le mode victime. Oui. Voilà. Mhm. Mais c'est faux, puisque dès qu'on commence à réfléchir, en fait, et qu'on s'aperçoit que on se comporte comme ça et que ça a été induit par quelque chose, on peut commencer à changer les choses. Après, on peut très bien vivre le mode victime toute sa vie, hein. Il y a un bénéfice secondaire hein, d'être tout le temps malade, tout le temps en difficulté. Oui, mais en fait, est-ce que la personne est vraiment heureuse? Mhm. On n'est pas heureux quand on est tout le temps victime. Alors, je vais aussi parler de la façon dont on va se conditionner. On va se conditionner à partir de notre esprit et de trois formes comment dire, trois formatages. On a la sélection, la distorsion et la généralisation. C'est, c'est le cerveau qui va fonctionner de cette manière et qui va faire de la sélection. La sélection, grossièrement, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas. Si j'arrive quelque part et que je sais pas, une fois, moi j'avais un tapis vert, tu sais, de la fausse moquette dans mon cabinet. J'avais ça, Oui. j'avais un grand poster avec des arbres, j'aimais bien le côté un peu trompe-l'œil Mhm. et une fois j'ai un monsieur qui rentre et puis il rentre, il faisait une tête comme ça et puis il me dit, j'ai horreur du vert. Bon, ok. Donc la sélection, c'est ça, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mhm. Si quelqu'un arrive et qu'il est célibataire et qu'il cherche l'âme sœur et qu'il arrive dans une soirée où il y a des personnes et qu'il aime principalement les blondes, Mhm. eh bien, naturellement, il va regarder là où il va regarder s'il y a des blondes. Après, la Mhm. distorsion, c'est, c'est la relation émotionnelle que j'ai avec le moment. C'est-à-dire Mhm. que si je passe un bon moment, je vais le garder un peu dans un Mhm. souvenir qui va être un peu fantasmé. Si je vis la même chose, enfin, je sais pas si j'ai un frère jumeau et qui vit la même chose, par exemple, moi j'adore les blondes et il y a beaucoup de blondes, et mon frère jumeau adore les brunes et il n'y a pas beaucoup de brunes, eh bien, dans cette soirée, peut-être que bah, moi je vais en garder un bon souvenir et peut-être que lui Mhm. va complètement l'oublier parce que il n'avait pas un sujet attractif. Mhm. Mhm. Et puis, D'accord. il y a la généralisation. La généralisation, c'est un mécanisme naturel qui nous permet d'automatiser un petit peu nos fonctionnements. Mhm. Par exemple, quand on apprend à faire du vélo, ben on va savoir faire de n'importe quel vélo. Pour Mhm. autant que ce ne soit pas quelque chose d'absolument spécial, mais on sait conduire une voiture. Et Mhm. que je utilise une marque ou une autre marque de voiture, je sais conduire une voiture. Et même si je conduis à gauche, comme en Angleterre, eh bien, je vais déjà avoir quand même des notions et je vais me réadapter à conduire à gauche. Je l'ai jamais fait, donc c'est sûrement un peu compliqué, mais j'ai des Oui, amis oui, qui je pense que font ça doit être en voyageant compliqué. à l'étranger, qui ont réussi à conduire à gauche. Moi, j'ai jamais fait l'expérience, mais ça doit être un peu curieux au départ. Mhm. Mais comme on sait passer des vitesses, on sait passer des vitesses, on sait Mhm. freiner, accélérer, donc bon, il y a des choses à remettre en place. Mais on n'est pas complètement neutre ou débutant dans une situation. Mhm. Voilà, donc ça c'est le phénomène, la sélection, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc naturellement, mon esprit va mettre en relief ce que j'aime. Ensuite, la distorsion, c'est la relation émotionnelle que je vais avoir avec le moment. Mhm. Et puis la généralisation, c'est le fait de pouvoir bah, automatiser un petit peu plein de gestes. Mais ça D'accord. peut être aussi compliqué, c'est-à-dire que si j'ai je sais pas, j'invente encore un truc, mais si j'ai une relation compliquée avec un homme qui a des chaussures rouges et Mhm. puis ou des chaussures de bon, eh bien un homme qui a des chaussures rouges et puis que ça m'arrive deux trois fois où j'ai je sais pas, il y a un conflit avec des gens que je m'aperçois
qu'ils ont des chaussures rouges, je pourrais me dire, tous les gens, la généralisation, c'est ça aussi, c'est tous les gens qui ont des chaussures rouges sont mauvais pour moi, Mhm. D'accord. ou alors je vais être en retard. Tout le temps. C'est pas vrai. Donc, ensuite, je voulais parler d'un phénomène qui a, alors, c'est une déduction personnelle. Oui. Il y a quatre niveaux, pour moi, il y a quatre niveaux de croyance. Mhm. Un niveau qui est personnel, c'est un peu comme si c'était des cloches de repas, tu sais, qu'on en trouvait les Mhm. uns pour les autres. Le Ou les premier poupées niveau, russes, c'est un petit peu aussi. comment? Ou les poupées russes. Ou comme les poupées russes, voilà. Mhm. En fait, D'accord. il y a un premier niveau, c'est moi-même et ce que je crois de moi à Mhm. travers mes capacités, mes manques de capacités, les expériences que je vais faire dans la vie qui vont me donner une forme d'identité de ce que je pense de moi-même, Mhm. avec des limites. Mais ces limites, elles sont aussi transpercées par la couche du dessus, qui va être Mhm. mon niveau de croyance familiale. Tout à Mhm. l'heure, on disait que dans la famille, il peut y avoir des gens qui sont souvent en retard. Moi, Mhm. d'ailleurs, quand tu m'as parlé de ça, moi, j'ai un copain, une fois, son père l'a oublié, il devait aller avec son père, c'était le week-end de son père, il a passé sa journée dans la rue avec sa valise parce que sa mère était partie la déposer, ton père va venir te chercher. On n'avait pas les téléphones portables à l'époque, donc, et lui, petit, il est resté dans la rue Oh. devant chez Ah lui oui. à attendre son père. Ça a dû être assez traumatisant quand même pour lui, non? Oui, ça laisse des souvenirs un peu remarquables. Mhm. Donc, en fait, on a ce qu'on croit de nous et on a nos croyances familiales. On peut dire que nos croyances familiales, elles vont être liées à la santé. Mhm. Hein, si moi, à un moment donné, vers 40 ans, j'ai commencé à être souffrant, je me sentais comme un petit vieux parce que mon père et mon oncle, le frère de mon père, avaient été souffrants à cette époque-là et je ne comprenais pas pourquoi Mhm. je vivais ça. J'allais, comme je pratiquais la boxe française savate, j'allais au cours de savate, je faisais du yoga, je faisais du tai chi, je faisais de la self-défense. Et dans la salle d'entraînement, j'étais plus souple que quand j'avais 16 ans. Je faisais plein de trucs super. Et dès Mhm. que je sortais, j'avais l'impression d'être un petit vieux. En fait, je me suis aperçu que ça appartenait à cette croyance familiale qui, à partir d'un certain âge, eh bien, dans la famille, il y avait une souffrance. Et j'ai le truc que j'ai complètement. Ah. Tu vois, la distorsion, c'est que je l'ai fabriquée parce que, Mhm. en fait, quand je me suis renseigné auprès de mon père et auprès de mon oncle, eh bien, c'était des âges complètement différents. Mais moi, il y avait une association, une généralisation et une distorsion qui faisait que, Mhm. voilà, c'était 40 ou 42 ans, et bien, d'un seul coup, j'étais mal à l'aise. Et donc, j'ai travaillé sur ma croyance familiale et ça m'a complètement libéré d'avoir l'impression d'être un petit vieux. Donc, depuis, je vais beaucoup mieux. Et depuis, tu es devenu un jeune homme. Presque. Donc voilà, un niveau personnel, un niveau familial, et après on a un niveau culturel et social. C'est la Mhm. couche du dessus. Donc là, on va trouver le fait que si on te dit que c'est la crise, par exemple, on dit c'est la crise, Mhm. on va dire il peut y avoir aussi, je, je le mettrai un petit peu là-dedans, mais enfin on est entre les deux couches les maximes un peu populaires, jamais 203, tu Ah vois, oui. ce genre de choses. Donc, culturellement, on va dire que, je sais pas, que les Noirs courent plus vite. Mhm. Mhm. Il y avait un film qui s'appelait Les Blancs ne savent pas sauter ou un truc comme ça, un truc sur le basket. Tu vois, en fait, on a des croyances à tous les niveaux, c'est socio-culturel et puis ça, parfois, ça interpénètre en fait les niveaux familial parce Bien que sûr. si une fois j'ai eu ah non, c'était au niveau familial. J'ai une dame on parlait, je lui demandais une image mentale, une représentation, et puis elle me dit, ah, bah, c'est un peu comme ça, elle me fait un dessin, et puis elle dessinait bien. Je lui dis, bah, dis donc, vous dessinez bien. Elle me dit, bah oui, parce que je suis comme mon oncle. Mhm. Comment on trouve le lien, je suis comme mon oncle? Bah, son oncle était artiste, et puis que depuis qu'elle était petite et qu'elle dessinait, on disait, ah, t'es comme ton oncle, Mhm. tu dessines bien. Et du coup, elle a développé, donc ça Mhm. marche dans les deux sens, hein. Ça peut nous, Oui. nous écraser ou nous faire grandir, hein. En fait, Mhm. comme elle était comme son oncle, eh bien, du coup, elle dessinait bien. Et Donc oui, ça après, on peut, a, excuse-moi, ça peut aussi fonctionner comme ça quand quand on est enfant. Alors moi, j'essaie d'y faire attention avec mes enfants, mais des fois, je me rends compte que je le fais aussi.
Quand on est enfant ou adolescent et on va montrer du doigt quelque chose de négatif en disant oh là tu me fais penser à un tel ou à un tel, c'est vrai que c'est pas terrible parce que si on le dit une fois, bon ça va, mais si on le répète tout le temps, Ouais, ouais. Bah, c'est ça, en fait, c'est des formes de conditionnement, hein, on s'en rend pas compte, mais la dernière fois, je sais plus où j'ai vu ça, mais apparemment, il y a 80% des choses qu'on a entendues dans notre enfance qui sont négatives, en fait, parce qu'on a cette forme d'éducation par le coup de pied aux fesses, en fait. On oui, a, il faut se lever. J'ai été, comment dire, j'ai, j'entendais souvent, on parlait de moi en disant le bon à rien, le mm, feignant, mm, bon, donc, quand tu entends ça tout le temps, bah, après, tu finis par te comporter aussi de la manière dont on attend, et puis tu finis par le tout à rentrer en fait. tête. Mm, Et puis, donc, on a le niveau socioculturel. Par exemple, on va dire les Français sont râleurs, par exemple. mm, Donc, bah oui, les Français sont râleurs, donc c'est normal que je sois pas content. Ou alors les femmes ceci, ou les hommes cela, ou donc, mm, dans tous les registres, là, on touche aussi un peu la forme de généralisation, d'interprétation, qui est une forme de généralisation. mm. Et donc, ça touche au niveau familial, ça touche aussi, quand moi j'étais à l'école, que, dans les classes sociales, eh bien, c'était très compliqué de sortir de sa classe sociale. Mm. Donc, on l'apprenait à l'école. Donc là, c'est socioculturel. Donc, Oui, ça veut dire que si je suis fils d'ouvrier, j'entends que ça va être difficile pour moi de devenir cadre ou de faire oui. autre chose. Mm, Déjà, j'ai cette information. mm, Donc, mm. pourquoi je pense que je suis nul ou bon à rien, ben, je ne vais pas continuer Tout de à fait. surenchère sur mes mauvaises croyances. Et Mhm. puis, après, le niveau du dessus, c'est le niveau spirituel. Et là, le niveau spirituel, c'est le plus puissant en quelque sorte, parce que même si on n'y croit pas, eh bien, euh, je vais juste prendre l'exemple de Adam et Ève. Tu as entendu parler de Adam et Ève. Donc, Mais bien sûr. même si c'est pas notre culture religieuse, Adam et Ève, c'est un mythe ou Mm, une histoire qu'on a entendue. Et donc, on sait qu'on a été chassé du paradis. mm. Donc, depuis que tu es petit, tu as entendu que tu as été chassé du paradis. Mm. À cause des filles, bon, ça, on ne reviendra pas là-dessus, on est d'accord. Et nous, donc les humains, on a été chassés du paradis, les femmes vont enfanter dans la douleur, il va falloir se lever tôt pour Mm. aller travailler, le monde, là, les socioculturels, le Faut tout monde faire pour être belle, tout ça. Mm. ah, ouais. Donc, tout ça, tous ces conditionnements empilés les uns sur les autres et trouvent une espèce d'agglutinement et d'enchevêtrement qui fait que Mm. on est hyper conditionné pour plein de choses. C'est Mm. vrai que si je suis, comment dire, élevé avec l'idée que je suis au paradis et que Mm. la vie m'offre tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin et que j'ai le pouvoir de le créer, et ben, j'ai une autre relation avec ma vie, hein. Et Mm. donc, je retrouve un peu la responsabilité. Donc là, je suis déresponsabilisé si je suis dans le malheur aussi parce que, voilà, spirituellement, en tout cas dans la religion judéo-chrétienne, on a Mm. été du paradis. Voilà. Mm. Et, Tout à fait. récupérer. Ah, mais ça, je dis ça pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous entendent. Bien sûr, on peut être athée aussi, hein, on peut être totalement athée, ne pas avoir eu ce genre d'éducation judéo-chrétienne et pour autant, comme on baigne quand même dans ces croyances-là, être quand même imprégné de ces croyances-là. C'est clair, c'est clair. C'est comme Mm. comment dire. Moi, j'aimais bien Coluche, il disait, quand on lui posait la question à savoir s'il était superstitieux, il disait, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. C'est exactement ça. C'est tout à fait juste. Ouais. Ensuite, ben, je voulais parler de l'interprétation. Donc, l'interprétation, ça en route bien ben, mon histoire personnelle avec la sélection, la distorsion, la généralisation. Donc, moi, quand je vais vivre quelque chose, je vais l'interpréter à partir de mes filtres. Mm. Et puis, je peux être en fait soit réactif ou je peux être actif ou proactif, on pourrait dire. C'est-à-dire Mm. que ma responsabilité, c'est si je suis victime, si je me positionne comme tout m'échappe, eh bien, je suis toujours en train de subir les choses. Quand il m'arrive quelque chose, je vais être réactif, c'est-à-dire que je vais essayer dans l'urgence de corriger quelque chose qui est un problème et je suis toujours, en fait, je suis toujours en retard.
sont toujours en mm, retard par rapport à quelque chose parce que je mm, suis toujours surpris, débordé par une situation. On mm, pourrait dire que être proactif, c'est par exemple, donc ma responsabilité de proactif, ça va être de, par exemple, faire du sport, faire du yoga, faire, faire quelque chose qui va entretenir ma santé parce que je le fais aujourd'hui et mais ça paye, ça donne des fruits aujourd'hui, mais ça va aussi donner des fruits sur le long terme. C'est-à-dire que je vais avoir une vieillesse beaucoup plus confortable dans mon corps à partir de là et mm, puis sûrement à partir de mon esprit. Si je fais de la méditation, mm, voilà, plus je suis zen, plus je suis détendu, moins je suis stressé. Et donc ça, c'est être proactif, c'est-à-dire c'est poser quelque chose aujourd'hui qui a pas quand on fait de la méditation, on n'a pas des retours transcendantaux immédiatement. Il y a quelque mm, chose qui se passe tout doucement et ça paye avec le temps. Donc, notre responsabilité, elle est aussi encore comme ça. C'est est-ce que je reste victime ou bien est-ce que je mets quelque chose en place en disant il y a quelque chose qui m'appartient et je fais quelque chose. mm, Si quelque chose ne me plaît pas, je fais quelque chose. Donc, comme on en a déjà parlé quand on a fait le poster, par exemple, on a observé oui, les images, les images mentales et on a vu que s'il y a quelque chose qui me déplaît, que je m'amuse à rapprocher l'écran, l'image, eh bien, je vais ressentir d'une manière plus importante et qu'on peut finalement chasser cette image-là pour libérer quelque chose, eh bien, en fait, on a mm, du pouvoir sur nos pensées. Nos tout à fait. pensées, elles arrivent, mais finalement, comme on les a construites, on va les avoir construites avec notre histoire personnelle des habitudes, avec nos filtres. Mais finalement, si je peux changer si je peux changer mes pensées, je reprends du pouvoir sur moi, je reprends du pouvoir Mm, sur mes interprétations et je peux commencer à réfléchir et à penser autrement. C'est là où faut se poser la question, est-ce que je veux être heureux ou est-ce que je veux avoir raison? Parce que mm, quand on est dans un conflit avec quelqu'un, on croit qu'on va être heureux parce que l'autre va entendre que on a raison, qui va mm, comprendre que j'ai raison. Et donc, je vais insister pour me bagarrer pour avoir raison. Mais pendant le temps de la lutte, je suis pas heureux. Et mm, puis, même si après, il me dit, ah bah oui, tu avais raison, bah, je vais l'engueuler en lui disant, ouais, mais tu avais raison depuis le début. Hein. Donc, mm, t'aurais dû le savoir depuis le début. Donc, ce qui se passe, c'est encore ta faute. Bah non, ce qui se passe, c'est qui entretient le truc. Donc voilà, on peut agir sur nos pensées. Quand on commence à savoir ça, on n'a plus le droit de se plaindre d'être une victime. On peut se mm, dire, je ne sais pas comment faire. Et à ce moment-là, eh bien, bah, la chaîne de télé est tout à fait appropriée puisqu'on va pouvoir trouver des des propositions, solutions, oui. des Mm, modulations pour avancer dans la vie. Soit on essaye de le faire tout seul, mais on peut essayer de le faire tout seul, sauf qu'on arrive à un moment donné à ses limites. mm, Et quand on commence à se prendre en charge, on sort du triangle. Alors, je crois qu'il s'appelle Karpman, comme ça, le bourreau, sauveur, victime. Vous connaissez? mm, mm, Donc, c'est une espèce de cercle vicieux où parfois, eh bien, en se positionnant en victime en permanence, finalement, on devient le bourreau de celui qui essaye d'être sauveur. mm, Quelqu'un essaye de sauver et puis, en fait, la victime reste toujours dans sa position de victime sans vouloir avancer. Et donc, conserve le lien, c'est le bénéfice secondaire, par exemple, par rapport à la dépendance affective, d'essayer de rester en lien avec quelqu'un en étant toujours en souffrance et en difficulté et en demande de quelque chose. mm, Sauf que bah, souvent, ce que ça crée, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui est sauveur, à un moment donné, elle décroche en disant bon, bah. Et à ce moment-là, celui qui est victime dit bah, en fait, t'es mon bourreau parce que et donc il lui reproche pas, c'est pas bon. C'est un cercle vicieux qui est bien sympathique. Quand on en sort, quand on commence à avoir une lecture un peu plus objective, eh bien là, on prend sa responsabilité et c'est plus clair, et c'est mieux. Donc voilà, notre choix, c'est est-ce que je fais le choix d'être victime ou est-ce que je fais le choix d'être le créateur de ma vie? Quand je suis mm, créateur de ma vie, quoi qu'il m'arrive, eh bien, je vais me dire, ben maintenant, je fais quoi? C'est-à-dire, mm, ok, la situation ne me plaît pas, ok, je sais pas, je suis en conflit avec mon épouse, ok, au travail, mon patron, c'est ceci, ok, donc ça me plaît pas, mais au lieu de s'écraser et puis de dire je suis malheureux et de se plaindre à tout le monde, se dire, bon, mais je prends les décisions de quoi faire, comment je fais? mm, Je peux travailler sur moi, je peux, comment dire, en PNL, on a des niveaux, la pyramide des niveaux logiques, et avec des échelons comme ça, et
on peut travailler à plusieurs échelons, en fait, Mm. sur l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, justement, sur aussi le côté d'identité, qui je suis, moi, à l'intérieur de ça, comment ce que je fais. Donc là, on peut bouger par là. Il y avait, j'ai noté dans ma petite fiche que Mandela, quand il était enfermé dans sa prison, il se répétait sans cesse, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Tu te rends compte quelle force il faut avoir pour être dans cette situation et conserver cette, Ça, c'est sûr. cet état d'esprit là. Mm. Mm. Donc ça, c'est cool. Ensuite, bah, si on revient encore aux croyances, en fait, enfin, sur le côté un peu spirituel, en fait, je vais voir ce que je crois. C'est-à-dire que Mm. souvent, on dit, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Mm. Sauf que la réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je Mm. crois à quelque chose, j'ai un a priori quelque chose, et naturellement, comme je vais faire de la sélection, de la distorsion et de la généralisation, en fait, j'ai déjà une idée préconçue et mon esprit va se focaliser sur ce qui correspond à mon idée préconçue. Mm. Donc, si je crois que je suis victime, eh bien, dans une situation, je vais penser Mm. que les autres abusent de moi ou qu'on m'en veut, ou alors que le ciel m'en veut. C'est tout à fait ça, c'est le focus qu'on va mettre sur une situation et la manière dont on va se positionner, la posture qui va faire que, et en fait il y a plusieurs aussi, si je reviens sur ce que tu disais, avoir raison, avoir tort, personne n'a raison, personne n'a tort, parce qu'en fait on a chacun notre manière d'appréhender ce qui se passe autour de nous, en fait tout le monde a raison, ou tout le monde a tort, puisqu'on va chacun regarder ça avec notre histoire, avec nos conditionnements, avec plein de choses, en fonction de l'angle de vue avec lequel on regarde un événement ou une situation, en fait, il y a pas de j'ai tort ou j'ai raison en fait, hein, ça n'existe pas. C'est juste encore une fois, une projection qu'on a sur la réalité. C'est ça. En PNL, quand on fait de la thérapie, on apprend en fait, à découvrir le modèle du monde de Mm, l'autre personne. En fait, mm, on est 7 milliards d'êtres humains et il y a 7 milliards de mondes différents. On est mm, interactif à l'intérieur de tout ça, mais on a chacun une façon de composer, de voir les choses. Et effectivement, il n'y en a pas un qui a tort ou un qui a raison. En fait, on a raison à l'intérieur de notre propre monde parce qu'on a mis plein de choses en place. Sauf mm, que quand on s'aperçoit que finalement on peut faire bouger notre monde, mm. si je fais bouger mon modèle du monde, ce que je vais avoir devant moi va être différent. Bien sûr. Je reviens sur le cas de cette personne qui travaille sur elle et qui a un chef qui est un peu tortionnaire. Et puis, quand elle travaille sur elle, et bien d'un seul coup, elle a une autre posture, une autre façon de parler, quelque chose qui se change. Et enfin, ça se fait automatiquement parce qu'elle a repris de la valeur pour elle-même. Mm, Et donc, à partir de là, eh bien, comme l'autre ne voit plus une victime chez elle, eh bien, il commence à lui parler autrement, différemment, alors qu'il continue le même comportement avec d'autres personnes. mm, Donc, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai été un peu rapide et après, chaque partie, en fait, peut demander pas mal d'explications. Et je vais juste revenir à ma question de départ avec mm. cette femme, l'amant, le mari, le chauffeur de taxi et le fou. Alors, je vais mettre un petit décalage parce que, en fait, celui qui tue, c'est le fou. Mm. Et dans cette histoire, on va considérer que le fou est fou et donc qu'il a un problème, il est connecté de là-haut et que à partir de là, il est, en fait, il sait pas ce qu'il fait. Mais sinon, le premier responsable, évidemment, c'est celui qui tue. Mm. Maintenant, on va lui accorder le côté médical de cet enfant. Mm. Donc, voilà, alors tu me dirais quoi? Bah, moi, en fait, maintenant, avec ma vision des choses, cette histoire, je la connais déjà, je la connais, je l'ai entendue plusieurs fois, et oui, et j'ai déjà, entre guillemets, plus ou moins participé à des débats sur la question qui a tort, enfin, qui est responsable. Mhm. Et en fait, c'est vrai qu'on entend de tout dans ces cas-là. Ben, c'est de la faute du mari parce que s'il s'occupait de sa femme, elle serait pas allée le tromper. Mais non, c'est la faute de la femme parce qu'elle a trompé son mari. Mais non, c'est la faute de l'amant quand même, il aurait pu la ramener. Enfin bref, moi j'ai envie de dire, bah faut remettre la responsabilité à la personne. Donc moi j'ai envie de dire c'est la femme dans le sens que
bah, celle qui a pris la décision de traverser ce pont dans un sens pour aller voir son amant, c'est elle qui a pris la décision de revenir, de traverser le pont à pied, même si elle a essayé de trouver d'autres solutions. Et donc, bah, à un moment donné, c'est elle qui a fait cette action-là. Donc pour moi, ce serait la femme. C'est normal, c'est toujours les femmes. Ah non, là, quand même. Non, moi j'abonde dans ton sens. Après, moi je laisserais justement toute l'histoire qu'il y a avant, comme en fait un fantasme de quelque chose qui n'a pas, dont on se moque, parce que en fait, le moment où elle est responsable, c'est le moment où elle traverse et où elle se fait tuer. Mm, Parce que c'est le mm, moment où elle voit qu'il y a un danger mm. et malgré Elle y tout, va elle quand prend même. le risque de le faire. Mm, Et mm, qui dit qu'elle aurait pas pu dire que la boulangerie, je sais pas, il y avait plus de 300 qu'elle a voulu aller ailleurs. Elle aurait pu inventer tout ce qu'elle mm, pouvait, mais non, elle fait le choix de traverser alors qu'il y a ce danger. mm. Donc, bah, elle a la responsabilité de ce qui lui arrive à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Bon, Après, ben super. s'il y a des commentaires, on pourra discuter. Mais voilà, sans mettre en cause finalement, et après c'est de la moralisation, je sais pas si on peut Mm, parler comme mm, ça, mais de dire il faut pas tromper son mari, il y a son ami qui aurait pu l'aider quand même, le chauffeur de taxi il aurait pu faire un effort, tout ça. Ouais, ok. Mais en fait, le seul point qui est compliqué, mm. c'est qu'elle se fait tuer en traversant le pont. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est responsable. Voilà. Bah, écoute, Bon, mais super, hein, en tout cas, c'était très intéressant, Serge. Et puis, bah, prenons nos responsabilités et reprenons les rênes de notre vie. Faisons-nous aider aussi, pourquoi pas par Serge, qui peut vous donner des clés pour ça. Vous avez aussi des partenaires sur la chaîne qui peuvent vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Donc n'hésitez pas, surtout. Reprenez votre pouvoir créateur, pour créer votre vie et essayez d'arrêter d'être la victime de un tel ou de telle situation pour être heureux. En fait, c'est le message qu'on vous fait passer, que Serge vous fait passer à travers cette chronique, n'est-ce pas? ah, j'ai une Oui? petite technique. Si tu as 2 minutes. Très rapidement, très rapidement. Oui. Souvent, quand on se sent victime, quand on se sent victime, on a plutôt l'impression d'être inférieur, de se sentir moins bien que les autres. On a tendance un peu à s'écraser. Et si on prend la personne qui nous martyrise ou avec qui on a un problème, eh bien, on va souvent avoir une vision qui va être une vision en contre-plongée. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de voir la personne au-dessus de nous, plus grande que nous, et c'est Mm, imposant. Eh bien, on peut changer cette image. Si elle est vraiment imposante, on peut s'amuser à la réduire. Et puis surtout, en fait, se grandir jusqu'à devenir, à passer ses yeux au-dessus des sourcils de la personne. mm, C'est-à-dire comme si c'était nous qui la voyions un petit peu plus bas. Alors, faut pas la mettre trop bas parce que sinon le cerveau va pas forcément mm, comprendre la situation. Il faut la mettre comme si on était debout face à elle, mais que même si elle est plus grande que nous, on va la regarder légèrement en contrebas, nos yeux au niveau de ses sourcils, et la mhm, regarder comme ça. Et faire cet exercice comme on a fait les posters plusieurs fois, envoyer l'image derrière. Et bien là, on va reprendre l'image et remonter, reprendre l'image, remonter, reprendre l'image jusqu'à temps qu'on ait l'impression que naturellement on se positionne comme ça. Et quand on fait mhm. ça, eh bien, automatiquement, on a un rapport d'égal à égal avec la personne. Et je vous invite à le faire avec vos parents, peut-être avec vos enfants, eh bien, au contraire, se descendre un petit peu parce que nos enfants, on a l'impression parfois de les voir un peu du dessus avec un positionnement. Encore une fois, c'est Mhm. une arc mentale qui fait que bah, l'enfant aussi peut sentir quelque chose de particulier en relation avec nous. Voilà, et puis bah voilà, je peux en débattre et je peux l'expliquer, et je peux le faire faire aux gens, et je le fais d'ailleurs assez souvent parce que ça rétablit pas mal de choses. Avec grand plaisir, Voilà. Serge, en tout cas. Merci. Merci à toi pour toutes ces clés et pour toutes ces informations. On retrouve Serge sur la chaîne, donc à l'antenne, mais également dans son espace Bon Plan Partenaire. N'hésitez pas à aller visiter son espace qui est très sympa, qui vous donnera des infos sur lui et pourquoi pas le contacter pour une petite séance. Moi, je pense que je vais me jeter à l'eau bientôt, hein. Je vais essayer faire une petite séance avec Serge, ça va être sympa.
Merci Serge, à bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes les personnes qui regardent. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Merci.